Bonsoir. Avez-vous bon goût? Avez-vous déjà photographié une œuvre sans la regarder? Avez-vous déjà entendu ce commentaire à propos d'une œuvre? C'est sympa. Pensez-vous que l'art soit du loisir? Devons-nous comprendre l'art pour l'apprécier? Bienvenue à la conférence de Yann Sisling, historien de l'art, écrivain, dont j'ai rencontré le livre « L'art autrement » par le hasard d'une lecture. Il y met à jour les liens entre l'histoire de l'humanité et l'art qui apparaît avec une grande, énorme sensibilité. Ce n'est donc pas un livre autoritaire qui délivrerait une interprétation de l'art, c'est un livre initiatique, généreux. Ce soir, il ne s'agira pas de commenter des œuvres, de discerner celles qu'il faudrait retenir, de jouer l'expertise au risque de mettre en lumière l'étendue de nos méconnaissances. L'art est trop complexe pour être délivré comme un simple colis. Mais par chance, l'art parle de nous autant qu'il nous parle. En avoir conscience, c'est se relier à notre humanité. Alors bien sûr, l'art se pratique, non pas que nous sommes tous des artistes. L'art se pratique dès lors qu'on le regarde et qu'on le regarde en conscience. Ce livre nous invite à ne pas rester spectateurs du dehors, mais à devenir spectateurs du dedans. Le dedans de chacun de nous relié aux autres. Il aurait donc été paradoxal de ne pas ouvrir cette conférence aux autres. Vous êtes nombreux ce soir, et j'aimerais vous remercier tous nominativement, d'horizons très différents, mais avec un intérêt partagé pour le mot « art » et le mot « autrement » contenu dans l'invitation de Mécènes du Sud. Cette conférence est avant tout possible par le chemin vers l'art que ce collectif de 50 entreprises d'Aix-Marseille ont engagé il y a 15 ans et sur lequel ils vous invitent ce soir. Nombre de leurs dirigeants et salariés sont parmi vous. Merci à l'équipe du MUSEM pour son hospitalité et à vous tous donc qui êtes là. Je remercie Yann Sisling d'avoir écrit ce livre et de sa profonde sincérité. Sans elle, il n'aurait jamais accepté de traverser l'Atlantique pour une conférence ce soir avec vous. Yann, tu disais tout à l'heure avec poésie qu'en définitive, le sujet ce soir était l'histoire de nos profondeurs. Alors ici, dans le ventre du MUSEM, au coin de l'eau, nous sommes prêts pour cette introspection. Merci Bénédicte. Bénédicte, bien dit. Jamais j'ai entendu parler de ce livre, vous savez. C'est la première fois. Hein? Vous pensez, peut-être elle aurait dû faire la conférence. Je vous comprends. C'est aussi un petit peu difficile pour moi de parler de moi. Je ne l'ai jamais fait. Donc, voilà. Pour la première fois. Je suis un peu ému de vous voir tous ayant bravé, j'allais dire la pluie, mais non, le foot. Ça, c'est quelque chose. Et c'est une émotion parce que pendant 25 ans, j'ai fait ça presque tous les jours en France. Et puis, je suis parti aux États-Unis et je ne suis pas revenu en France depuis. Je n'ai pas fait de conférences au moins. Et me voici. Je suis allé aux États-Unis et j'avais un public quand même. C'était des étudiants d'une université dans le sud des États-Unis, le Mississippi. Et moi, entre autres travaux, je devais faire des conférences. Non, pas des conférences. Je devrais enseigner un cours qui s'appelle en américain Art Appreciation. Et vous devez savoir qu'un étudiant universitaire aux États-Unis, c'est pas comme en France. D'abord, nos étudiants sont extrêmement intelligents, ils connaissent extrêmement bien l'histoire de l'art et ils adorent. Les étudiants américains, c'est différent. Mais c'est pour ça que toutes les universités américaines donnent pour
la première partie, hein, le bachelor, obligatoirement des cours sur des sujets culturels, comme les étudiants peuvent choisir théâtre ou ballet, enfin danse. Vous imaginez qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui osent faire ça. Ou le théâtre. Et donc la plupart pensent, bon, les arts plastiques, c'est le plus facile. Allons-y. Et donc j'avais la plus grande classe. Ce ne sont pas des étudiants d'art, des étudiants d'histoire de l'art. Ce sont tout ce que vous pouvez imaginer dans la société. Les policiers, par exemple, ça s'appelle justice criminelle. J'avais ça, mais que la justice pouvait être criminelle aussi. Mais la justice criminelle, c'est les policiers. Ils vont à l'université. Ou les infirmiers, infirmières, ils vont à l'université. J'en avais plein. Ou des soldats qui revenaient de la guerre d'Irak, bourrés de traumatismes de guerre. 15 jours avant, ils avaient tué librement dans le désert, et là, tout d'un coup, ils étaient là avec moi. Et je me suis dit, mais est-ce que vraiment je peux servir mon public en leur apprenant la différence entre le roman et le gothique? Est-ce que c'est vraiment ce dont ils ont besoin? Ou entre le Tosa et le Cano, par exemple, comme nous savons tous, hein. Ou entre les masques Mandé ou Chobro, parce que n'oublions pas qu'il y a beaucoup d'Américains africains. Et j'ai vite compris que ce ne serait pas très juste de faire comme si l'art était un privilège européen et que tout était Picasso et Rembrandt. Mais je me disais non, ça ne serait pas plus utile pour ces jeunes que, par exemple, je parle de la guerre et l'art, ou l'art et la guerre, ou l'art et la santé. Et c'est comme ça que j'ai écrit le livre, pour ces étudiants-là. Naturellement, ils me demandaient, mais qu'est-ce que c'est que l'art? Qu'est-ce que c'est l'art? Alors voilà, une réponse dans un de leurs livres. Et j'ai laissé en anglais. Je laissais en anglais parce que je me disais, comme ça, vous n'allez pas le comprendre. Ouais, c'est difficile à traduire, même. J'ai essayé, vous comprenez, j'ai étudié un petit peu la traduction aussi, mais art happens, ça, en français, ça n'existe pas. Art ne happen pas. Et alors, mais je me suis dit, ce produit, c'est peut-être français, l'art se produit, ou l'art arrive, ou l'art vient, ou vous comprenez? Difficile, hein? When anyone in the world, d'accord, anyone, qui que ce soit dans le monde, prend un matériau, quelque matériau que ce soit, et fashion, ça veut dire modèle, dans une statement. Voilà, ça c'est intraduisible pratiquement. Je ne vais pas essayer. Je ne vais pas essayer parce que vous comprenez quand même, sans le comprendre. Un statement. Mais vous savez, les Américains ne comprennent pas non plus. Pas mes étudiants, au moins. Et je vais vous dire aussi, je crois que c'est faux. Hoving était c'est un nom hollandais. C'était le directeur du musée de New York métropolitain. Donc, il savait de quoi il parlait. Mais si je prenais un de mes étudiants, anyone, n'importe lequel,
et je lui montrais cette image, j'étais sûr qu'immédiatement, il ou elle aurait dit « oui, c'est de l'art. L'art, voilà, c'est de l'art. » Et c'est vieux de 35 000 ans. Ça fait vieux, plus 2000 à nous, ça fait 37 000. Et pourtant, donc, je dis, ces artistes, pendant 35 000 ans, ils ont fait des images comme ça, ils ont dessiné sur le rocher. Devons-nous croire que c'était n'importe qui faisait ça? Et prenait-il n'importe quel matériau? Est-ce que c'est un statement? Oui, c'est possible, mais vous voyez, je me demandais si M. Hoving avait raison, et je me suis dit, il faut que je traduise ça autrement, la question de ce que c'est que l'art pour mes étudiants. Là, je suis à Lascaux. Oui, avec plaisir. Là, je suis à Lascaux, que vous connaissez sans doute. C'est vrai? Vous êtes allé? Il faut le faire. On n'a pas le droit de mourir sans avoir vu, ne serait-ce que la copie de Lascaux. Lorsqu'on entre dans la grotte de Lascaux, d'abord, on se rend compte 20 000 ans après Chauvet. Pendant 20 000 ans, les hommes ont pratiqué une activité que nous appelons de l'art. Ils ont pratiqué une activité semblable, assez semblable. Sur les murs, ils ont dessiné virtuosement des animaux. Donc, je me souviens, quand j'ai été moi-même, que la grande émotion à Lascaux, sans comprendre ce que les hommes, les femmes qui avaient dessiné ces choses voulaient dire, la grande émotion dans la grotte, c'est mais ils étaient comme nous, c'était des humains comme nous. Et il faut mieux dire, nous sommes comme eux, nous sommes les mêmes. Et je pense que c'est une chose extrêmement importante à réaliser. Parce que, allons au départ de l'humanité. Et alors, pour moi, je me suis fait une théorie que je vous dis maintenant. Qu'est-ce qui définit l'humanité, l'humain? Et vous serez d'accord si je dis c'est la parole. Vous avez un chien et vous dites s'il ne manque que la parole. Hein. Pour le reste, il est aussi intelligent que vous ou plus. Mais il lui manque quand même la parole. Le chat aussi, si tu dis oui, oui. Cette parole est importante. Mais moi, je crois qu'il y a une deuxième chose dont nous n'entendons pas parler véritablement par les paléoanthropologues. C'est le dessin. C'est l'usage d'images. Si, on en parle. Mais comme une sorte, de nos jours, comme une sorte d'illustration de quelque chose de plus important, la parole. Et donc, on dit par exemple, bon, on peut parler parce qu'on est venu debout. Est-ce qu'on aurait pu dessiner sur les genoux, à quatre pattes? On n'imagine pas trop. Donc on imagine en fait que d'abord la parole. Et moi j'inverse cet ordre. Et je dis l'art a été le premier. C'est l'art qui a rendu sapiens humain.
Vous voyez la dernière phrase. Ce qui était est toujours. Et ça, c'est une autre idée de mon livre. En fait, les humains n'ont pas beaucoup changé. Les humains n'ont pas changé beaucoup, mais les sociétés ont changé. Donc, ces premières choses de l'art sont restées. Mais la société change et n'a plus besoin autant de cette première couche qui a donné l'humanité. Et ensuite, vous avez quelque chose d'autre qui devient l'importance pour les hommes qui suivent. Je reviens un peu là-dessus plus tard. D'abord, je voulais vous dire Altamira, et vous savez que découvert par une petite fille. C'est un peu intéressant, parce que son père était archéologue. Et l'a mené dans cette grotte. Il ne savait pas très bien quoi faire de sa fille. Elle a 8 ans, 10 ans, et allez, viens. Pendant des années, l'archéologue Sands a travaillé dans cette grotte. Il fallait les yeux d'un enfant pour voir ça, des taureaux plus que magnifiques. Et naturellement, quand Sands, plus tard, a publié ses découvertes, les Français disaient « mais non, c'est pas vrai, c'est des faux, c'est lui qui les a faits ». Jusqu'à ce qu'en France aussi on découvre, et le même archéologue disait « non, finalement, ça peut être vrai ». Mais là, on est 30 ans plus tard. Donc pendant très longtemps, on a cru qu'il y ait des hommes au XXe siècle ou au XIXe siècle capables de faire ça. Naturellement, il n'y en a pas. Donc les faux. Vous avez suivi la nouvelle qu'on vient de découvrir il y a 6 semaines dans la grotte La Pasiega de l'art néandertal. Parce qu'à 65 000 ans, il n'y avait pas de sapiens. Il y avait seulement sapiens néandertal en Europe. Donc ces petites œuvres que vous voyez là, et qui ressemblent tellement à nos hashtags, vous voyez, au milieu, là, il y a un petit escalier scaliforme, on dit. Hein, on trouve toujours de beaux mots. Scaliforme. Et on a aussi changé la méthode de datation, qui est plus du carbone 14, que tout le monde croit tellement sûre, et que tous ceux qui travaillent avec savent qu'elle est pratiquement la moins sûre des méthodes. Toujours faux. Donc là, on a changé, aussi parce que le carbone 14 travaille avec des matériaux organiques. Et ici, en fait, ces dessins étaient sous une couche de pierre. Enfin, l'eau est descendue par-dessus, ça a calcifié. Et là, les découvreurs, un certain Hoffman, a analysé l'âge de cette pierre. Donc, avec un nouvel outil, il mesure le changement de l'uranium en thorium. Et voilà, donc il y a une gradation idéale pour mesurer le temps. Mais moi, ça m'aide, parce que moi j'ai dit, oui, l'art devance la parole. Et je rajoute une phrase, c'est ce qui s'appelle la loi de Sisling, plus tard on dira, et c'est que la parole a été inventée pour parler de l'art. Moi, je ne crois pas que l'homme a inventé la parole pour dire « passez-moi le sel ». À partir tout de suite,
c'était pour dire des choses très importantes pour lui. Je ne crois pas non plus qu'il avait d'abord un mot et 1000 ans après, il a inventé un autre. Très vite, l'homme était un homme entier, à essayer de comprendre sa réalité. Et pour ça, il avait besoin de paroles pour expliquer ce qu'étaient ces signes. Je viens là-dessus encore un petit moment après, quand je parle d'un autre chapitre de mon livre qui s'appelle L'art et la magie. Mais d'abord, quelque chose sur cette idée de l'humanité, ce lien que je vois, disons, cette importance que je vois dans l'art ancien pour nous. Vous connaissez sans doute cette image-là. On ne voit pas trop, mais à droite, vous voyez que il y a un couloir qui part vers la salle principale. Et puis ici, un petit angle, et il y a une image d'un homme. Ouais, dans les livres, vous verrez presque systématiquement que là, voilà, c'est un homme. En plus, on a depuis peu de temps, on parle de cette chose qui part au milieu de ses jambes, mais avant, on ne voyait jamais ça. Hein. Ça dépend aussi de notre temps. Et ce qu'on a souvent remarqué, par contre, c'est la différence entre la virtuosité dans le taureau et la maladresse de cet être avec une tête un peu d'oiseau, charmant, on a dit. Mais c'est la seule. Et alors moi je dis, pendant 20 000 ans, sinon plus, les humains n'ont peint que des animaux, c'est-à-dire que ce qu'ils n'étaient pas. Ils faisaient une autre chose. Ils créaient des petites figurines de femmes bien faites. Et je dirais, ils faisaient des figurines de là d'où ils venaient. Donc il y avait deux choses que l'art représentait pour ces hommes-là. C'était de dire, nous ne sommes pas des taureaux ou des rhinocéros. Et de l'autre côté, nous venons de ces femelles, la femme. Et ça définit l'être humain. Intéressant, au fond. Vous connaissez beaucoup mieux le Willendorf. C'était la première petite statue trouvée, qui a à peu près cet âge-là, en Autriche. Et très récemment, ça a défrayé la chronique, parce que Facebook l'a censuré. C'était trop explicite, c'est l'expression américaine, hein? Trop explicite. Et je me dis, mais c'est étrange, parce que il y a 100 ans, on montrait en noir et blanc, mais on montrait ça dans les livres d'histoire en France, l'école maternelle, enfin, mais l'école au lycée. Donc, pourquoi aujourd'hui Facebook ne peut plus le montrer? Et alors, je pense que c'est que la moyenne américaine ressemble à cela. Vous ne croyez pas? C'est-à-dire, pourquoi on pouvait montrer ça aux enfants, même en France, il y a longtemps? Parce qu'il y a un idéal de la beauté qui s'exprimait par l'idéal de la femme, très précis, grec, en 2 mots, qui venait de la Grèce et traversait, blablabla. Quelquefois, on trouvait que les Hollandais faisaient très mal, et les Allemands aussi, mais en France et en Italie, on avait l'idéal correct.
Et ça, c'était tellement différent qu'au fond, on pensait, bon, mais c'est parce qu'ils ne savaient pas faire, et ça correspond bien à ces primitifs-là. Mais en fait, aujourd'hui, la moyenne américaine se rapproche de plus en plus de cela. Et donc, effectivement, on ne peut plus le voir, ça. On ne peut plus le voir. Vous pensez que je rigole, mais c'est une... Moi, j'ai des étudiants. Hein. Là, ça serait vraiment très correct. Vous connaissez cette image, sans doute. Hein. Bon, je n'ai pas besoin d'expliquer. Et je reste dans ces anciens temps, parce que c'est ça que je fais aujourd'hui avec vous. Je commence par les premiers chapitres en disant « Ne croyez pas que vous avez beaucoup changé depuis Cro-Magnon. Ce n'est pas beaucoup. L'essentiel est toujours là. » Et deuxièmement, je dis « S'il y a une chose qui vous lie à Cro-Magnon, c'est l'art. Pas grand-chose d'autre. Mais c'est là. » Et donc, une des premières choses que je vous écris là, l'art précède la religion. Je dis ça parce que vous vivez avec une autre conscience, comme si l'art était un outil qui aidait la religion à se manifester. Et bien, je dis l'inverse. Hein. La religion s'est servie de l'art à certains moments dans l'histoire humaine pour imposer ses lois. Mais l'art n'est pas moins d'essence spirituelle. Et je vais vous dire ce que je veux dire par spirituel. Je ne veux pas dire quelque chose de religieux. Peut-être en France, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Quand je dis un Américain religieux, spiritual, c'est pratiquement le même mot, synonyme de religieux. Mais imaginez maintenant l'origine de la parole et l'origine de l'image. Une autre chose que vous ne lisez pas souvent de cette époque-là, c'est parce que on parle autrement, on parle en général d'autre chose. C'est-à-dire on découvre le langage, et on dit souvent la langue des singes, des langues des animaux, la langue des oiseaux. Et on va dire, mais voilà, en fait, on n'est pas si différents. Nous aussi, on a notre langue. Mais écoutez, si on savait mieux écouter les singes, on entendrait quasiment un langage aussi riche que le nôtre. Et ce n'est pas vrai, je pense. Je pense que la différence entre un mot de notre langage à nous et un chien qui, par exemple, un chien qui aboie ou un oiseau qui chante, c'est que le mot, une fois dit, gagne une existence indépendante. Ça veut dire que moi, je dis un mot et vous pouvez le porter à quelqu'un d'autre. Et c'est le même mot. Autrement dit, la personne sait, il est en contact avec moi par quelqu'un d'autre. Donc ce mot reste, en fait, je dirais, dans l'air. Aussi une image. Vous avez vu une image. Cette image n'est plus dépendante de celui qui l'a dessinée. L'image vit sa vie. Et l'un ou l'autre qui vient le voir doit l'interpréter et ne sait pas si son interprétation est bonne. Autrement dit, le fait de pouvoir parler peuple le néant de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été vu. C'est beaucoup de choses. Et on va appeler ça les esprits. Un esprit. Ce n'est qu'un pas vers dire
les esprits. Quand c'est plus précis, ça devient des fantômes. Il faut faire très attention à cela. Parce que ces choses-là, on ne sait pas où ils sont. On ne les entend plus, mais ils existent toujours. Et donc l'art, le fait spirituel pouvait seulement être couvert, pouvait être investi par l'art. L'art est par définition spirituel, mais dans ce sens. L'art nous parle de l'invisible. Donc l'art visuel nous parle de l'invisible. Seulement l'art peut s'en occuper. Et l'homme, disons primitif, il exprime ça par tout son art, mais spécialement par le masque. Je prends ça comme exemple. Sachant que ce masque que maintenant on va mettre une personne anéantit la personne physique qui porte le masque. Il n'est plus le même. Il a atteint une autre réalité, et je dirais la réalité. Cette réalité invisible est beaucoup plus importante et beaucoup plus, je dirais, réelle. La réalité réelle. Cette réalité est dangereuse et peut-être heureuse, et on doit absolument faire tout pour être en phase avec cela. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Le masque va s'en occuper. Le masque va entrer dans celui qui le voit. Le masque est la réalité. Même ça, quelquefois, je me dis, nous faisons comme ça aussi. Quand je vois une fille qui se maquille pour une rencontre et qui se met du rouge à lèvres, par exemple, et mascara et choses, on cache soi-même pour attirer l'autre, pour ne pas se montrer, pour se cacher derrière un masque. C'est intéressant encore. Lorsque les choses de la vie, la difficulté de la vie, comme par exemple les maladies arrivent, la maladie est typiquement quelque chose qui est venu d'ailleurs, est invisible. Et les guérisseurs sont parmi les plus grandes personnalités dans ces civilisations. Ici, il n'y a plus d'hommes. Il y a le masque, mais le masque représente une toute autre réalité. Je pensais quand même, c'était intéressant de comparer ça chez nous à notre réalité. On est aussi sensible à l'invisible, aux microbes, aux virus, à tout ce qu'on ne voit pas, même tout ce qui est sous la peau. Et on se confie à quelqu'un avec un drôle de masque. Donc la magie s'exprime en général par des masques au type de visage. Et je me disais, oui, dans notre culture, on a d'autres restes de cela, qu'on voit par exemple en littérature, que vous connaissez le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, ou le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Chaque fois, il y a un portrait, il y a une chose peinte qui commence à vivre derrière le masque, derrière la toile, derrière ces deux dimensions.
et qui représente le réel. Vous ne trouvez pas ça intéressant, ces danseurs de plumes à Papou, et puis Pupi, non Papou, mais Pupi, de Jeff Koons non pas Barcelone, à Bilbao, qui a été fait aussi avec des matières végétales immenses. Et je me disais, c'est probablement l'œuvre de Koons qui plaît le plus à un public large. Je prends un troisième thème de début de ce livre pour dire quels sont les fondements de notre appréciation de l'art. Vous voyez, je ne trouve pas ça très important quand et où. Je trouve important que devant quelle que soit l'œuvre, au lieu de vous poser la question, par exemple, qui sait, de poser la question, que signifie la mort pour produire l'art? Pour les hommes qui étaient, je pense, les premiers êtres à réaliser qu'ils étaient mortels, la mort était bien sûr quelque chose de terrible. Non, que ça arrive, ça c'était pas terrible. Mais de comprendre ce qui se passait, ça c'était terriblement difficile à comprendre. Donc la mort entrait à nouveau dans ce domaine de l'invisible. Et nous voyons que l'art va s'en occuper. L'art est le seul moyen pour rendre la mort acceptable. C'est invisible. Nous avons, par exemple, dans l'art égyptien, des descriptions extrêmement précises de ce qu'il croyait. Et dans le cas de Toutankhamon, on a, par exemple, bien décrit, vous voyez comment le pharaon, il est amené par certains dieux d'un endroit à un autre dans sa chambre funéraire pour être jugé par le grand babouin. Mais ne pensez pas que c'est une illustration d'une idée. Pour les Égyptiens, ces œuvres d'art étaient à nouveau, c'était le mot qu'ils utilisaient pour ces images, était l'âme, était la réalité. La personne ne l'était pas. C'est cette image qui représentait la vie. La vraie vie, à nouveau. La vie que le pharaon, et finalement, pas seulement le pharaon, allait vivre au-delà de la mort. Et donc l'art qui portait vie était extrêmement important. Et les Égyptiens, la moitié de leur productivité, et naturellement presque tout ce que nous connaissons d'eux, se trouve à nouveau dans le domaine artistique. Ça reste, vous voyez là, des milliers d'années après le début de la culture, la civilisation égyptienne, vous avez une sorte de démocratisation des rites et rituels de l'enterrement. À Fayoum, on enterre les proches avec un portrait. Mais même ces splendides portraits qui pour nous aussi, semblent parler de la vie, et que nous appelons vivant. C'est comme ça qu'on parle d'art. On dit, c'est tellement vivant. Bravo, c'est bien fait. Ces portraits si vivants, comme toutes
les œuvres d'art autour de Toutankhamon et ce n'est qu'un petit pharaon, vont dans le tombeau. Ils ne sont jamais vus. L'art égyptien n'était jamais vu. C'est étonnant. Pour un art visuel, comme on l'appelle, art plastique, invisible. Mais je voudrais que vous sentiez la profondeur de cette attitude et que nous sentons quelque chose de cela. Pour nous aussi, l'art représente notre possibilité de vivre au-delà de notre vraie vie. Regardez, un certain Shi Huangdi en Chine le pensait aussi. Il a créé la plus grande installation jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant découverte d'art. À ce moment, il y a 8000, un peu plus de 8000 soldats. Maintenant, comprenez bien la subtilité. Si je peux parler de subtilité quand il s'agit de 8000 personnes. Comprenez bien la subtilité. C'est que le Shi Huangdi, qui avait créé la Chine, avait très peur de la mort, ou plutôt, il cherchait l'immortalité. Ça a été la cause de sa mort, parce que ses aides lui donnaient un peu de mercure tous les jours à boire, et bien ça l'a tué. Bon, dans son tombeau, il voulait être défendu, il voulait être protégé. Et c'est pour ça qu'il a fait faire une armée de guerriers. Et n'oubliez pas que chaque personnage est unique. Chaque personnage est un très bon portrait. Chaque personnage représente non seulement un régiment typique dans l'armée, mais aussi d'où ils étaient recrutés. Dans les grandes régions de la Chine, il y en a qui sont plus mongols, il y en a qui sont beaucoup plus du sud. On reconnaît assez vite. Donc il y a un réalisme extraordinaire, rarement atteint ailleurs. Mais au fond, ce sont des guerriers d'après la mort. Ce sont des guerriers qui vont, avec le réalisme, les défendre contre ceux qui ne savaient pas qui allait lui arriver. Je rajoute une réflexion. C'est que vous savez que les Chinois ne considèrent pas la sculpture comme de l'art. La culture chinoise, la sculpture, c'est bon, c'est faire les choses, ce n'est pas de l'art. Comme le boulanger, ce n'est pas non plus de l'art. Ce n'est pas anyone qui takes anything, non. Très précis. Poésie, peinture, soie, éventuellement papier, écriture. Ça, c'est de l'art. Jusqu'à ce que la Chine se rend compte qu'en Occident, on considère la sculpture comme un art, comme la peinture. À ce moment-là, on commence à découvrir les richesses de sculpture chinoise. Et bien sûr, immédiatement, c'est plus grand que nulle part ailleurs. Avant, vous avez vu, je disais, le concept devance le savoir. C'est lorsque nous commençons à penser différemment que nous commençons à voir différemment. Et que nous commençons en fait à voir. Un petit détour encore par l'Égypte. Pourquoi 4 Ramsès là devant le temple? Ça ne nous paraît pas très logique, mais si, c'est entièrement logique si cela représente l'invisible. L'invisible peut se reproduire à l'infini.
4 aussi. Et finalement, nous avons connu la même chose. Le Christ est partout. Cet homme-là, ben, c'est totalement étrange que c'est aussi Dieu. Regardez, pendant 1000 ans, on n'a pas pu le faire. C'est le premier crucifix de l'histoire. C'est plus ou moins le premier au moins crucifix où on a l'impression que c'est un homme qui pend, qu'il souffre peut-être même. Il a fallu 1000 ans pour voir cela. Mais alors on y va très fort, bien sûr. La souffrance est de plus en plus terrifiante. Et ça devient, même jusqu'à chez nous, l'image la plus intéressante de la mort du Christ. N'oubliez pas que c'est le Christ mort, ce n'est pas le Christ qui souffre à la croix. Et ça, vous voyez, à la blessure qui est ici à côté droit et qui saigne, et que dans la Bible était la preuve de sa mort. Il fallait bien sûr ça, parce que ça c'était le dogme du christianisme, qu'il était réellement mort et ensuite réellement vivant. Mais dans ces images occidentales, l'idée que ce Christ était mort, vous dites, mais il y a aussi la naissance, il y a aussi Noël, il y a aussi la Vierge à l'enfant, il n'y a pas que le Christ mort qui définit. Et même là, regardez, le pagne du Christ sur la croix est ici les langes du petit bébé. Et encore en 1500, on n'oublie jamais que cet enfant est en fait un Dieu qui est venu ici pour mourir. Donc aussi dans notre société, dans notre culture européenne, cette idée de la mort comme la source véritable de l'art est restée longtemps, au moins jusqu'au XVIIIe siècle. Et les artistes modernes ont bien réfléchi sur la mort. Bien sûr, ils s'y prennent autrement, mais un homme comme Damien Hirst, dont j'ai traduit le titre de cette œuvre si connue, qui par ailleurs, au bout de 15 ans, commençait à pourrir à l'intérieur. Donc vous voyez que l'art et la vie éternelle ne sont plus synonymes, mais c'est une réflexion intéressante sur le fond de notre inspiration artistique. Là, vous avez Mapplethorpe, et cet homme, il a pris une petite tête de mort, comme au XVIe siècle, au XVIIe siècle, les artistes très souvent peignaient un autoportrait avec une tête de mort à côté, parce qu'on avait encore peur de l'image de soi. Et donc, on projetait une sorte de vanité par-dessus en disant que là, c'est peut-être contre l'humilité chrétienne que je me peins moi-même, mais je le fais pour avouer ma mortalité. Et voilà, déjà, je vais parler un peu de l'époque moderne. Donc, vous vous souvenez, l'idée du livre, c'est que l'art répond aux questions que l'homme se pose sur son existence. Et l'art et l'homme se pose des questions, disons toujours les mêmes, plus une question nouvelle. Parce que la société change. Et si je dis que l'artiste crée l'art, ben je suis perdu. Mais si je dis, c'est vous, c'est le public qui est créateur de l'art, et l'artiste est votre serviteur,
il est votre facteur, les choses changent. Parce que ça veut dire que l'artiste ne peut pas faire ce qu'il veut. L'artiste doit faire ce que vous voulez. Mais vous le voulez sans le savoir. Vous êtes la société qui fonctionne avec sa propre inconscience et qui avance. Et l'artiste a le besoin d'être là-dedans et de faire ce que vous aimez. Quelquefois, vous n'aimez pas, alors vous pouvez refuser. Mais la société cherche à ce que tous les artistes fassent ce que la société, dont la société a besoin. Ça, c'est mon idée de la société, le public est créateur de l'artiste, enfin de l'œuvre d'art. Et pensez que de cette façon, c'est l'enfant qui crée le père. Sans l'enfant, le père, il fait un petit travail. Oui, il ajoute son grain de sel. Mais c'est l'enfant qui va faire de cet homme un père. Et donc c'est l'enfant, le créateur du père. Et c'est comme ça que le public est le créateur de l'art. À l'époque moderne, on oublie cette chose. À l'époque médiévale en Europe, oui, les artistes travaillent. Ils font les choses les plus merveilleuses et on ne les connaît pas. Ils font leur travail. On ne les connaît pas plus que les boulangers qui faisaient leur pain. Et à l'époque moderne, cette chose change. Et j'appelle ça libération. Parce que, alors la libération, la liberté, je pourrais dire la chose suivante. C'est un petit peu une invention de la Révolution française. Non, naturellement, la liberté existait, l'idée de la liberté existait chez les Grecs, chez les Romains, beaucoup. Mais chez nous, ça revient très fort avec la Révolution américaine, la Révolution française. Et elle est comprise comme, en fait, nationalement, c'est-à-dire comme une liberté politique. L'effet est souvent que ma liberté est ta soumission. Les Américains se sont sentis tout à fait libres de génocider les Indiens. Les France, aussi libre après la Révolution, va se sentir libre pour attaquer l'Afrique du Nord et créer une colonie. C'est un peu étonnant quand même. Hein. C'est un peu étonnant. C'est hier. Hein. On y allait faire la guerre comme ça. C'était ça le sentiment de liberté. Et les artistes ont senti que là, il y avait quelque chose où la société s'éloignait d'un idéal qui était peut-être un idéal exprimé aussi dans l'art. J'ai commencé par Gustave Courbet, qui est le premier artiste qui est grand artiste, que tout le monde reconnaît comme grand artiste, et qui est refusé à l'exposition nationale du Salon. Et une autre exposition universelle, c'était une sorte de super salon à Paris. Eh bien, il a dit, bon, je fais mon exposition à l'extérieur. Il appelait ça le réalisme. Ce qui était refusé était un tableau comme ça. Je dirais maintenant, il a libéré un sujet. Libérer un sujet, ce n'était pas des femmes nues, c'était plutôt des travailleurs. J'ai copié cette phrase qu'il avait écrite dans le manifeste du réalisme. Et vous voyez qu'il est, d'un côté, il prend sa liberté, de l'autre côté, il dit qu'il l'a fait dans l'entière connaissance de la tradition
le sentiment raisonné et indépendant de sa propre individualité. Tout à fait intéressant. Un peu de temps après, vous voyez, c'est un portrait que Gauguin envoie un jour à son ami Vincent. Vincent se trouve en Arles et Gauguin en Bretagne, et il est extrêmement pauvre, pas aussi pauvre que Vincent, mais enfin il est extrêmement pauvre, et avec son ami Bernard, qui est là dans le coin, il fait un autoportrait, et il appelle ça Les Misérables. Et il écrit une lettre, il dit, moi, les artistes, c'est comme Jean Valjean, en fait, le seul bon, et ils sont refusés par la société. Van Gogh, il répond, il dit, oui, non, c'est pas mon sentiment à moi. C'est pas mon sentiment à moi. Moi, je suis ici dans la lumière pure. Je suis adorateur de la lumière en Arles. Mais, tout en disant cela, il nommait la Provence le Japon. Il était au Japon. Il est un bonze japonais de zen. Et il s'est rasé le crâne et tout ça pour le signifier. Il n'est plus dans la société occidentale. Gauguin prend la décision la plus radicale. Il quitte l'Occident. Il se libère de l'Occident. Il va dans les îles qu'il croit encore pures. Une petite phrase qui me paraît signifier la profondeur de Gauguin. Il savait ce qu'il est en train de faire. Cette petite phrase qu'on connaît, « D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous » Cette idée de « d'où venons-nous » c'est aussi ce qu'on a senti quand on regardait les œuvres de Cro-Magnon à Lascaux. On vient de là. Et c'est lui qui voit ça au Tahiti. Nous venons de là. Seulement 10 ans plus tard, Picasso fait ça. Vous imaginez le choc. Vous imaginez en 10 ans comme l'art a évolué. Alors maintenant, on peut dire, oui, fantastique. Picasso a fait un acte de... Il a joué de sa liberté d'une façon phénoménale. Et la société a fini par l'accepter, a mis du mal, a mis du temps pour l'accepter, mais quand même. Mais soyons honnêtes, s'il y a tant de gens qui aujourd'hui ne comprennent pas le cubisme ou le disent, ça se comprend. Ce n'est pas simple. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et il fait encore une autre chose seulement un an comme ça avant. Il arrête avec la peinture à l'huile, il arrête avec un dessin préparatoire, il arrête avec le cadre, toutes les choses qui étaient l'art, qui signifiaient à l'extérieur l'art. Donc c'est assez formidable. Je vous montre aussi quelques tableaux de Kandinsky qui brisent l'art. D'ailleurs, il écrit à ce même moment son livre qui est la spiritualité dans l'art. Il veut revenir à une notion de la spiritualité. Et pour ça, il a besoin de quitter l'image. C'est presque impossible pour lui de quitter l'image. Regardez, c'est une composition guerrière et qui est... nous n'avons pas de mal à reconnaître une sorte de canon, là. Une église qui tombe. Il y avait de quoi. Alors maintenant, on décrit ces actes des grands peintres, Picasso, Kandinsky, comme des actes créateurs. En fait, on doit regarder ailleurs. On doit dire, ils expriment quelque chose que la société vit. C'est 1914. C'est en ce moment-là que la société européenne se suicide. C'est la guerre la plus incompréhensible jamais. Alors, il n'en reste rien de ce qui était l'art
d'autre foi. Il fallait recommencer. Mais comme on devait recommencer, la structure même de notre société. Donc cette liberté devient une notion de l'artiste avec laquelle nous allons compter. En fait, notre société, notre société, elle a rehaussé la figure de l'artiste et croit qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Et que puisqu'il est artiste, il propose cette chose à la société accepte parce qu'il est artiste. Très vite, Duchamp a, je pense, ironisé avec cela. En Amérique, l'urinoir de M. Duchamp est considéré comme l'œuvre principale du XXe siècle. Donc, oui, je crois qu'on a oublié l'ironie qu'il a derrière. L'ironie que, d'une certaine manière, il n'y avait plus d'art. Mais cette liberté qui pèse sur les épaules des artistes, qui, avec une pirouette, sont bien obligés de s'en libérer de cette liberté. Mais la société n'accepte pas ça. Ou n'accepte pas ça, n'y pense même pas. Parce que la société, ce n'est pas une pensée voulue, c'est une expression de l'être humain d'un certain moment dans son évolution. Mais je présente cette image de Guernica après le bombardement par les avions de Hitler et qui se passe juste au moment où à Paris on ouvre une grande exposition internationale dont vous voyez maintenant la photographie et où s'oppose à droite l'Union soviétique et à gauche l'Allemagne nazie. Et dans un tout petit pavillon que vous ne voyez pas, l'Espagne en guerre civile et qui ont donné le poste de directeur du Prado à Picasso, qui vit à Paris, et ont demandé qu'il participe à l'exposition des œuvres des Espagnols à Paris. Et c'est à ce moment-là qu'il fait une œuvre qui montre sa conscience de cette idée de la liberté, mais qu'il traduit en termes politiques. La Guernica, qui est, à mon avis, à mon sentiment, l'œuvre la plus connue du XXe siècle, est une œuvre qui regrette l'absence de liberté dans le monde occidental. Picasso fait une suite de peintures sur ce thème du désastre de la guerre. Heureusement, après la guerre, il trouve une femme. Et alors, tout d'un coup, il change tout. Ça change tout. Pensez un moment à votre petite statuette de Willendorf. Tout d'un coup, une toute autre attitude se présente dans l'œuvre de Picasso. Mais aujourd'hui, c'est Picasso qui se fait critiquer par son attitude avec les femmes. Donc là, la roue tourne et on ne voit plus ça, son sentiment de liberté comme un privilège valable. Je pense à une deuxième chose dont on peut dire que l'art moderne de notre époque est dominé. Et dans mon livre, comme j'ai dit,
les thèmes de l'humanité, dans l'humanité dans l'humanité, mais surtout des sociétés qui deviennent dominantes, hein, se superposent et qui sont différentes pour chaque époque, mais qui ne sont jamais perdues. À un certain moment, c'est la foi catholique, hein, qui domine. Mais nous connaissons la foi, mais on ne le met peut-être pas dans l'Église, on le met dans nous-mêmes. On a besoin de cette foi pour être un artiste. On a besoin de cette foi pour être quelqu'un dans le monde. On doit croire en soi. Donc vous voyez, l'idée de la foi existe toujours, quelque part assez en dessous, si on parle de l'art, mais c'est tout à fait nécessaire. À un autre moment, vous avez par exemple, je nomme par exemple le fait, est-ce que l'art, est-ce que c'est possible de vivre sans art? C'est les moines cisterciens qui ont tenté. Mais c'est les moines, leurs frères à côté, qui sont revenus, qui ont réinstallé la sculpture et montré qu'en fait, l'homme ne peut pas vivre sans image. Et on arrive à notre temps, et le thème peut-être qui domine notre temps, c'est l'argent. L'argent est roi. Je vous montre une petite illustration de cela. Vous savez, ça, en 1963, était le tableau qui allait se vendre à Sotheby's, à New York. Et le prix a étonné tout le monde. On en parlait partout. C'était 2 300 000 $. Et on disait, ça n'arrivera plus jamais. C'est totalement... Imaginez, si seulement Marseille avait eu l'idée de l'acheter, c'est effectivement un tableau superbe. Allez à New York pour le voir, parce que naturellement, c'était l'Amérique qui l'a acheté. Et pendant une vingtaine d'années, on voit que l'art coûte cher, mais les prix montent assez doucement. En 20 ans, l'art les plus chers était 12 millions de dollars. Je parle en dollars. 12 millions de dollars, 13 millions de dollars pour un Cézanne. Et puis, les tournesols viennent sur le marché. Je pense que parmi vous, il y en a qui se souviennent. Les tournesols viennent sur le marché. Imaginez, à nouveau, c'est Sotheby's, on arrive à 10 millions, on arrive à 12 millions, à 13 millions. Voilà, le record est battu. Mais il y a 15, mais il y a 17, mais il y a 20, mais il y a 25, mais il y a 30, 35, 40, 42 millions de dollars pour les tournesols. C'était un breakthrough, c'était une nouvelle, un obstacle a été pris. 2 années après, là on est en 1880, on est aussi en 1988, parce que juste avant, il y avait une grande exposition Van Gogh, c'était une sorte de redécouverte de Van Gogh. Tout le monde en parlait, et voilà, les prix montaient. Alors on a aussitôt organisé une nouvelle exposition Van Gogh, non pas de 1888, mais de 1889, et les iris battent le record, plate-bande, c'est à 53 millions de dollars achetés par un millionnaire australien. D'ailleurs, il n'a jamais pu payer. Il n'a jamais pu le payer. Ce qui est interdit. Il est déclaré faillite et le musée Getty a dit bon, pas de problème. Nous, on le prend 53 millions. De toute façon, il faut qu'on dépense 1 million par jour. Donc, ça ne fait que 2 mois. Et seulement quelques années après, Dr Gachet double cela, 96 millions de dollars. Vous voyez, c'est des sauts.
Il fallait seulement une vingtaine d'années pour que Picasso écrase tout. 175 millions en 2015. Peut-être vous vous souvenez que la télévision américaine floutait les seins sur ce tableau. C'était pas bon pour les enfants, mais il fallait quand même parler de cet argent. On est dans l'époque de l'argent, vous voyez, pas l'époque des seins. Et très récemment, il y a quelques mois, ce tableau-là, j'aurais pu mettre un petit point d'interrogation derrière Leonardo, a battu tous les records. Vous le savez, 450 millions de dollars. Une note, et je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà remarqué, une note, c'est acheté par un musée de Dubaï, musulman. Personne n'a parlé du sujet. Le Christ, sauveur du monde, acheté par un musée de l'islam. Le premier tableau qu'ils achètent. Intéressant, hein? On ne regarde pas. On regarde là combien ça coûte. Donc ça montre qu'en fait, l'art a changé de nature pour nous. C'est devenu une sorte d'investissement nécessaire pour attirer l'attention. De cette même soirée, ce tableau a été vendu aussi en mettant Basquiat au-dessus de la frontière des 100 millions de dollars. Et là, à nouveau, je pense, comment est-ce que on a quitté une compréhension, enfin une lecture de l'art. Quand maintenant je regarde ça avec les quelques idées que je mets dans mon livre, au lieu de parler de Basquiat, au lieu de parler de cet argent, je dis, tiens, c'est un masque de mort. C'est un masque, d'ailleurs. C'est une tête de mort. Ne disais-je pas que la mort, encore de nos jours, est une lointaine inspiration de l'art très fort? Basquiat dessine cela, ou peint cela, dans un style très expressif, mais comme un tag, comme un graffiti sur les murs qu'il avait fait d'abord, seulement 2 ans auparavant, sur le mur de New York, et pour lequel il allait en prison. Il fait exactement dans ce style, de cette manière, il la rajoute parce qu'il met derrière, c'est comme s'il met ce tableau par-dessus une autre graffiti qui est là derrière. Et maintenant, ce tableau est acheté par un Japonais qui l'adore et qui dit, mais c'est tellement beau, je paye 110 millions de dollars pour cela. Je me dis que Basquiat a fait ce tableau dans un style rage quand même contre la société dans laquelle il vivait et dans laquelle il est mort peu de temps après. Overdose. La drogue est quand même une des tueurs de notre société. Et il devient de cette société un drapeau. Étrange. C'est ça le règne de l'argent à notre époque. Et maintenant, je finis avec un dernier chapitre où je dis que de nos jours, l'art est dans le règne, surtout, certainement aussi de l'argent. Mais on a rajouté en fait une autre idée que j'appelle la créativité. Enfin, que j'appelle la créativité, que nous devons appeler la créativité. En fait, vous vous souvenez quand je disais, vous êtes, en tant que public, créateur de l'œuvre.
Si vous acceptez quelque chose comme art, cela devient art. Si vous ne l'acceptez pas, eh bien l'artiste, il peut mettre son œuvre dans son jardin, c'est très bien. Nous avons changé cette notion en disant que quoi qu'il fasse, art happens. Et donc ce n'est pas l'art, c'est le bricolage. Mais cette créativité est devenue le critère de notre attitude dans le monde de l'art. Fun. Cette phrase « il ou elle s'est beaucoup amusé ». On entend toujours ça des artistes. Les enfants et les grands-parents, je voudrais un petit moment là, une petite chose là-dessus aussi, tout de suite. C'est dans notre société, les grands-parents invitent les enfants pour aller au musée. Les grands-parents, c'est-à-dire à la retraite, quand ils sont plus dans le cœur de la société, invitent les enfants qui ne sont pas encore dans ce cœur à faire les musées. On va au Louvre, on va à la Sixtine. Donc, c'est comme si on dit, mais tant que vous êtes vraiment partie prenante de votre société, l'art n'est pas pour vous. Par contre, les enfants, ils deviennent en fait, parce que c'est les grands-parents, et vous demandez en tant que parents aux grands-parents de les amener au musée, eh bien, les musées se changent en lieu pour rendre le musée un peu moins bête, un peu moins ennuyeux, un peu moins difficile pour les enfants. Et d'ailleurs, les grands-parents en profitent souvent beaucoup. Je me souviens le jour où je montrais ce tableau à mon public en Amérique. Et je disais, mais qu'est-ce que tu penses de ce... Et le garçon, il dit, fun, il disait. Ah, fun. Fun. Et probablement, il voulait dire quelque chose de très bien. Il adorait probablement regarder ces femmes et ces cheval et tout. Mais ça exprime pour moi que, en fait, ce garçon explique que ce qui est bon en art, c'est lui qui a appris ça. Ce qui est bon en art, c'est quand l'art est fun. Et s'il n'y est pas fun, ben, mauvais artiste. C'est plus près de ce fun, Niki de Saint-Phal. Et c'est d'autant plus intéressant quand lorsqu'on apprend sur sa vie, on sait qu'elle fait ses nanas comme une sorte de thérapie de son traumatisme dans l'enfance, comme victime de son père, pour lequel elle a absolument voulu se suicider de nombreuses fois, mais finalement, elle jouait avec un pistolet à peinture sur une toile. Où est le fun alors dans ça? Où est elle s'est amusée pendant tout ce temps-là? Elle ne s'est pas amusée. Elle s'est lancée dans les bras de l'art pour se sauver. Je retourne aux États-Unis et je vous montre ça d'abord parce que si je demande à un Américain qu'est-ce qu'il veut, aller au Disneyland ou aller dans un musée, il dit je vais au Disneyland. J'entendais récemment dans c'était un pasteur. On lui a demandé quelle était l'expérience la plus forte qu'il avait eue. Il disait le jour où j'allais dans Disney World en Floride. Un pasteur.
Et moi, je dis, les musées sont obligés, plus ou moins, de se former comme des Disney World. Tellement que quand j'avais un étudiant qui prenait Mickey et le confondait avec Michel-Ange. Et vous pensez que je l'invente? Non. Et je pensais que c'est quand même intéressant, la position. Hein? Vous voyez? C'est important hein, de savoir ce qu'on fait. Regardez les oreilles. Le soleil et la lune. Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. Maintenant, je n'ai rien contre Mickey. Moi aussi, j'ai adoré ces petites figures de Disney. Mais je pense aussi qu'il y a un danger. C'est qu'on n'a pas défini ce que c'est l'art dans notre société. Le facteur cheval, je pense qu'il avait une idée très haute de l'art. Il a fait son palais idéal et c'est absolument magnifique. Il a mis 34 ans, tous les jours, il en a travaillé. La nuit, lorsque le jour, il ramenait des cailloux, etc. Magnifique. Maintenant, quand vous y allez, je dirais presque n'y allez plus, parce que vous allez avoir au moins une centaine de gamins des classes d'école qui courent dedans, et je me demande comment cette œuvre ne va pas bientôt être fermée ou à plat. Mon idée était de dire on devrait interdire les musées aux enfants jusqu'à 18 ans. Après, ils auraient tellement envie d'y aller. Qu'est-ce qu'ils font là, mes parents? Ça doit être génial. Le facteur a fait école. C'est très intéressant. Que finalement, le facteur, cet artiste qui était en dehors de tout, mais surtout qui était méprisé par tous les artistes, même jusqu'au 1950, méprisé comme un pauvre un peu faible d'esprit, et que c'est lui qui a eu le plus d'influence sur les œuvres et sur les musées d'aujourd'hui. C'est-à-dire créer un espace où tout est bizarre, assez bizarre, ou étrange, et on s'amuse. Dali a fait ça extrêmement bien. Hein. Je suis grand admirateur de Dali, mais je pense aussi c'est d'une ironie, c'est d'une folie extraordinaire. Des gens plus sérieux que Dali, et c'est une vague pratiquement pas reconnue dans l'histoire de l'art. Hein. C'est des artistes qui ont fait leur chapelle de peintres. C'était en général des peintres. Et décorés, ou dans le cas de Lorjou, ils construisaient cette grande chapelle pour les prêtres, pour les vieux prêtres du diocèse de Blois, et ils laissaient une œuvre peinte. Il y a beaucoup de chapelles. Vous connaissez Matisse. C'est quand même une des plus belles œuvres de Matisse. Vous connaissez Cocteau. Bon, Cocteau n'a pas de belles œuvres, mais enfin, les chapelles qu'il a faites, c'est bien. Vous connaissez peut-être la chapelle de Rothko, Mark Rothko, à Houston. Tout dans la même époque. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce que cherche Rothko avant de se suicider? Il cherche à créer un lieu magique. Il cherche à créer un lieu sacré. Il cherche des choses très anciennes, parce qu'il sait qu'au fond de nous, il y a ce désir-là. Je pensais finir avec une image de Richard Serra, grand sculpteur, sans doute. Mais la place dans le musée de Guggenheim est horrible. Ce n'est pas la place pour une telle œuvre. C'est pénible.
tout ce toit et tout ça au-dessus. Enfin. Et ça rouille de toute façon. Pourquoi on ne me met pas dehors? Ça peut rouiller un peu plus. Mais surtout, je dirais, c'est une œuvre qui est aussi une sorte de désespoir, enfin un désespoir, qui est aussi un vide. Oui, il a certainement exprimé ça dans le titre de cette œuvre. Et les gens viennent et ils disent, c'est beau, c'est joli. Je ne sais pas ce que les gens y trouvent, mais les gens disent ça. Et il y a des émotions qu'on peut avoir. Comment les expliquer? Comment les dire? Les dire de ces mots que les critiques d'art savent si bien? Sans doute. Mais si on achète le catalogue, on ne les lit pas. C'est bien sûr ce que je ne voudrais pas que vous fassiez avec mon livre. Mais est-ce que c'est possible de repenser l'art des fondations? Est-ce que c'est possible d'utiliser un tout autre moyen d'approcher les œuvres? Est-ce que c'est possible? Je vous donne une dernière. Le grand dormeur, je pensais qu'à la fin d'une conférence, ça vous plairait. Thierry Vernet, c'était le copain de Nicolas Bouvier, qui a fait une très belle carrière de peintre. Quand je regarde ça et je pense à mes chapitres, je pense que vous pouvez vous reconnaître dans une telle œuvre. Vous savez ce que c'est que dormir. En plus de cela, vous sentez qu'il y a aussi un souffle de la mort, que le sommeil est aussi frère de la mort. Avec très peu de peinture, il crée une atmosphère presque sacrée de cet homme dont il était amoureux et dont il exprime ce désir, mais aussi ce retour de dos vers lui. Alors vous dites, oui, si c'est un si bon peintre, il doit être très cher. Non, pas du tout. Thierry Vernet, quand il est mort en 1993, il a fait une belle œuvre de peinture. Il n'avait même pas de machine à laver dans l'appartement parisien pour sa femme, qui devait laver ses habits qui salissaient terriblement. Il avait le cancer de l'intestin. Il n'avait même pas les toilettes, on appelle ça toilettes à l'étage. Et ses œuvres ne se sont jamais vendues, grand peintre. Donc, oui, si vous voulez, vous pouvez en trouver encore. Donc, pour moi, Thierry Vernet était quelqu'un qui était capable de se mettre à côté de ce qui est aujourd'hui, par l'argent et la créativité, la chanson de l'art. Et il attendait calmement que la société, un jour, l'accepte. Comme il disait, ça ne sert à rien de tirer sur les plantes quand on les pose. Il faut attendre. Ce n'est pas le champ qui fait le fruit, c'est le temps qui fait le fruit. Et cette idée du temps, cette idée de l'immortalité, c'est-à-dire la vie au-delà de cette vie, qui était essentielle dans l'art ancien, je crois que tout le monde, c'est ça qui est beau, tout le monde comprend tout de suite ce que cela veut dire. Je vous remercie de votre patience. Peut-être
On vous propose une demi-heure d'échange de questions, si vous en avez la disponibilité et l'envie. On va essayer de récupérer un deuxième micro et passer... C'est toi qui l'as, le deuxième micro. Oui, un troisième, pardon. Un troisième. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lancer une question? Ouais. Je me pose une question quant à votre rapport à la créativité dans l'art. Oui. Si on enlève la créativité, qu'est-ce qui reste? Non, mais je ne suis pas contre la créativité. Je dis, on a notre société croit que la créativité est identique avec la production de l'art. Et moi je dis, comme je disais avant, nous préparons nos musées pour accueillir les enfants. Et on a des équipes éducatives et on essaie d'expliquer. Et moi je dis, les enfants, en fait, l'art n'est pas pour les enfants. Et pourquoi je dis ça? Parce que les enfants sont des monstres de créativité. Et les enfants sont pure créativité. Et c'est pour ça que je dis, mais l'art, c'est en fait autre chose. L'art, je vais le dire de cette manière, l'artiste, pour faire des œuvres, doit retourner vers son enfance pour retrouver la source de sa créativité. Mais l'enfant doit atteindre l'âge adulte pour comprendre la réalité de l'art. Vous comprenez un peu? Je ne dis pas que la créativité existe partout. Un coiffeur est créatif quand il me coiffe. Vous ne trouvez pas bien, hein? Un boulanger est créatif. Un professeur est créatif. Tout le monde est créatif. Donc c'est rien dire de dire que l'art serait le résultat de créativité. Et donc je dirais, la créativité, l'artiste doit faire des choses. Il doit faire les choses qu'il doit faire. C'est très bien. Mais la créativité, il peut l'utiliser. Mais il faut qu'il cherche quelle créativité. Et cette créativité, je pense qu'il faut qu'il cherche en lui-même. Il faut qu'il trouve les sources de sa créativité. Et alors, il a quelque chose à apporter. S'il peut. Et ça peut être de l'art si la société l'accepte. Mais la créativité pure, c'est ce que je vois quand ma fille va à l'école et on lui donne un pot de colle et un pinceau et des ciseaux. Elle va faire un collage. Et je dis, mais non, attention, c'est très bien qu'elle fasse un collage. Mais ne faisons pas l'amalgame et de dire, c'est l'art. Je dis ça, mais je sais bien qu'il faudra une cinquantaine d'années avant que les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'on était? Qu'est-ce qu'on faisait autrefois? Pourquoi on faisait faire ça aux enfants? Parce que je pense que l'enfant ne le fait pas depuis lui-même. L'enfant le fait parce que vous lui demandez. Et donc, ça va tuer sa créativité. Il faut l'enfant, il faut le laisser faire. Éventuellement avec des pinceaux, si l'enfant le choisit. Mais la créativité en soi, vous le trouvez partout. Ce n'est pas forcément de l'art. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de créativité dans l'art. Je dis que ce n'est pas que la créativité soit toujours de l'art. Au contraire. Yann, apparemment, on aura moins de temps pour les questions que je croyais. Il y a une autre alors, question. petite question alors. Il y a une autre question là-bas.
je suis d'accord avec ce que vous dites justement sur la créativité, mais en ça, je ne comprends pas pourquoi vous dites que c'est la société qui doit accepter l'art, alors qu'il me semble que c'est l'institution elle-même qui l'accepte ou pas avant de la présenter à la société. Et en ça, je ne pense pas qu'elle L'institution, juge. qu'est-ce que vous voulez dire par J'appelle l'institution? l'institution tout ce qui va appartenir de manière matérielle ou non au monde de l'art. Et vous preniez l'exemple de Duchamp. Duchamp, avant de le montrer à un public, il l'a montré à un jury qui appartient à cette institution qui dirige l'art. Duchamp Et a été refusé. Oui, et ça a été refusé. Et donc ça a été accepté par... Ça a été accepté plus tard, parce qu'on a su que c'était Marcel Duchamp qui avait fait cette urinoir. Et ça n'a pas été accepté par le public. Oui. Et ce que je veux dire, en fait, c'est... je veux dire, ma théorie est tellement simple que c'est difficile. Ce que je veux dire, c'est que la société définit ce que c'est l'art. Donc la société a défini que Duchamp est de l'art. D'accord ? Ce n'est pas le jury de l'exposition. C'est un jour, la société américaine a accepté ça comme l'a haussé et dit c'est ça l'art de notre temps. Et en quelque sorte, Duchamp n'y avait rien à voir là. Très peu. C'est la société qui donne, qui le fait remonter à la surface. Et ça, c'est une très grande... Il n'y a pas une personne qui le fait. C'est plus grand que nous, la société. C'est plus grand que nous. On ne peut pas vraiment le circonscrire, on peut pas le contenir. Ce n'est pas une critique qu'on peut avoir. Moi, je ne suis pas critique. Moi, je ne crois pas à la critique. Je veux dire, si Duchamp est accepté par la société, bon, c'est comme ça. L'art est là pour me mettre à penser. Je dois commencer à réfléchir sur la société, par exemple, lorsque je vois les œuvres d'art que la société met en avant. Ce n'est pas parce que Duchamp l'a fait, mais c'est parce que la société l'a créé. D'ailleurs, Duchamp était le premier à dire ce que je viens de dire. Il a dit, c'est vous, mais il ne disait pas la société. Il dit, le public accepte, alors je suis artiste, parce que le public m'a accepté. Oui. Si on va par là, du coup, l'artiste doit-il chercher la validation chez les autres pour être artiste? Mais l'artiste ne va pas faire ça. Mais c'est quand même quelque chose qui se passe. Vous comprenez? Nous avons notre individualité. Le problème, c'est que de notre temps, on croit que l'artiste, il y a un artiste génial, il fait quelque chose, alors la société l'accepte comme créateur. Et moi, je dis, la société accepte parce qu'il décide que c'est de l'art. Mais la société aussi rejette beaucoup de choses. Donc, l'artiste n'a pas besoin de chercher. Il verra. C'est lui qui décide. Non, il décide ce qu'il fait, oui. Bien sûr. Mais il doit savoir qu'il fait probablement ce que la société demande de lui. Il n'a pas beaucoup de liberté. Il n'a pas plus de liberté que quelqu'un ici. Il n'a pas plus de liberté. Et c'est pour ça que je pense que l'artiste, la plupart des artistes que je connais, ils ont envie de faire des choses. Ils ont envie de faire des choses. Ben, c'est très bien. Il ne faut pas en faire des créateurs et des personnages. Non, il faut dire, faites des choses. Faites ce que vous pensez qui est de profondeur, qui est utile, qui est de l'ordre de l'amour pour soi, de l'ordre de l'amour pour l'autre. Faites. Mais la société va accepter ou non. La société accepte. Et vous pensez que l'art communiste, par exemple, nous, on ne l'accepte pas. On dit que ce n'est pas beau. Ce qu'il faisait sous l'Union soviétique. Ou l'artiste de Hitler. On dit que ce n'est pas beau. Donc, notre société n'accepte pas cet art. Là, dans ces cas-là, c'est assez clair.
Oui, bonsoir. Bonsoir. J'aurais bien aimé avoir votre regard sur la dissociation qui se fait et qui s'est faite en suivant dans ces idées de ready-made et d'utilisation Oui. d'objets préfabriqués, sur la séparation qui s'est faite en fait entre un certain savoir-faire technique et la création artistique ou une certaine création artistique. C'est tout à fait dans la même problématique dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire si la société, par exemple, croit en le savoir-faire comme art, on ne peut pas accepter un ready-made. Il a brisé cette notion dans la société. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il exprimait des choses qui arrivaient dans la société elle-même. Si vous pensez que c'était la guerre au milieu de la Première Guerre mondiale et tout le monde se tuait dans les tranchées, il y avait peut-être raison de ne pas avoir confiance en un simple bouquet de fleurs. Et donc ce qui dans la suite de votre question, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a peu d'artistes, de ma connaissance, qui ne sont pas fascinés par le fait de faire, de bien faire. Pas de bien faire, mais de faire bien. Des artistes, en général, c'est des gens qui ont la perfection de l'art manuel, du savoir manuel. Je dis aussi que nous tous, nous sommes toujours frappés quand quelqu'un sait faire un portrait, sait faire un dessin, de faire avec quelques lignes et nous toucher. Ça reste très étonnant. C'est un don. Donc dans l'urinoir de Duchamp, je pense dans le ready-made, je pense qu'on nie jusqu'à ce talent de manuel et qu'on va vers le concept pur, ce qui est très spirituel. C'est vraiment de l'art à notre époque, mais ce n'est pas beau. Peut-être vous aimez. C'est possible. Vous le savez, vous voyez. Mais la technique La technique n'a jamais été l'essence de l'art. La technique, le savoir-faire, a été un outil de l'art. Les guerriers en Chine sont faits par des maîtres, mais ils n'étaient pas considérés comme de l'art en Chine. Donc c'est là. Mais une peinture avec 3 coups de pinceau dans cette même Chine pouvait être considérée comme de l'art. Et, vous savez, le bouddhisme, qui a introduit ce genre de notion, a beaucoup influencé l'art de la fin du XIXe siècle, et qui va directement à Duchamp. Un petit peu. Parce que vous faites des ready-made? Non, je suis artisan d'art en fait, je suis céramiste. Ouais. Donc je suis entre justement le savoir-faire et... Mais vous savez chose, exactement de quoi je parle alors. Je m'interroge, c'est pour ça que votre regard m'intéressait. Voilà. Et je voulais rajouter là une chose. Dans notre histoire de la civilisation européenne, la céramique n'était pas un art. En Chine, si. Et c'est devenu, depuis 100 ans, c'est devenu un art. Mais comme les Chinois ne regardaient pas la sculpture, nous, on ne regardait pas la céramique. C'était utile. Donc c'est intéressant, ce que vous faites. J'ai une question, Yann. À l'heure
puisqu'on parle on est dans la mondialisation, on peut se dire qu'à un moment donné, peut-être aussi, il y a des artistes ou des œuvres ou des pratiques qui n'ont pas été reconnues et qui n'étaient pas peut-être au bon endroit au bon moment, mais est-ce qu'aujourd'hui, cette chose-là, cette question de la reconnaissance, elle se joue différemment avec les moyens aussi de la visibilité des œuvres, la circulation des œuvres aussi au niveau international. Et la connaissance, la perméabilité. Tout à fait, mais tu expliques ce que veut dire que c'est le public qui crée l'art. Pour donner un exemple, Jan Vermeer était un bon artiste au XVIIe siècle en Hollande, et puis oublié parce que les Français, par exemple, ne l'aimaient pas. Jusqu'à la moitié du XIXe siècle, on recommençait à le voir, on recommençait à le reconnaître, et le public l'a accepté. Et je pense qu'elle l'a placé même au-delà de Poussin. Donc, quand on reconnaît que c'est l'artiste c'est le public qui est le créateur de l'art, la société, donc, il n'y a plus de différence entre ancien ou moderne. Il n'y a plus de différence entre connu ou pas connu. Un jour, ça peut très bien venir. C'est pour ça que je dis les artistes doivent faire. Parce qu'un jour, s'ils font bien, un jour, ça peut être reconnu. Ah oui, on parle et ça marche. Ok. Bon, je ne sais pas trop comment dire ça, mais si j'aurais envie de vous entendre dire quelques mots sur musique là-dedans. La musique. Oui. D'abord, la musique est un art plus ancien que primitivement parlant, que la peinture. Mais je disais que l'humanité se définit par la combinaison de l'oreille et la voix et la main avec l'œil. Ces 4 points cardinaux. Et eux, travaillant ensemble, ont créé la civilisation humaine. Mais la musique est plus ancienne. La musique est plus ancienne chez nous. Donc, je reconnais que c'est quelque chose qui a à faire avec l'oreille, mais en fait, l'oreille, c'est la voix qui va l'utiliser, la voix pour former la langue, qui va être finalement l'outil, l'usage de cet outil plus précisément. Je ne mets pas très directement l'histoire de la musique dans cette même histoire. Je pense que le fonctionnement général de la société par rapport à la création des artistes, la création, je l'ai dit aussi, est semblable. Ça, je le pense. Mais il y a une différence très nette aujourd'hui avec l'art, c'est que la musique demande un savoir-faire absolu que dans l'art, ce n'était pas nécessaire. Et on ne peut pas faire vraiment, John Cage a essayé un petit peu de faire une sorte de chant, mais les écoles de musique font du Beethoven, du Mozart, font ça. Et pourquoi? Parce qu'il doit savoir faire. Il y a un savoir-faire. Donc l'interprétation dans la musique demande une très grande capacité, tandis que l'interprétation dans le visuel ne demande rien du tout. Tout le monde participe à cela. On peut devenir expert, mais on peut aussi ne pas l'être. Et je pense que l'art est pour tout le monde. La musique aussi. Mais l'art est pour tout le monde. Mais le monde ne l'accepte pas comme l'artiste souvent le propose. Je pense. Mais c'est un peu difficile la question. Je veux dire pour une réponse courte.
Bonsoir. Merci beaucoup pour la réflexion, mais moi, cette dernière phrase, je ne l'ai pas bien saisie. C'est-à-dire, tu fais un distinguo entre la nécessité d'une formation sur soi-même, autodidacte presque. Et nous montrons les courbets de tout à l'heure, et tout signifie que dans la musique, cela, ça ne serait pas possible. Dans quel donc écoute serait celui qui peut juger d'une interprétation bien exécutée vis-à-vis d'un autre qui partirait du même point du départ, une recherche qui soit basée donc sur une écoute du monde du soi, mais indépendante de la construction d'une école, donc d'un style, sans empêcher que les temporalités que tu nous indiques soient prises en compte par lui-même. Là, je ne suis pas très d'accord sur ta vision de la chose musicale. Mais sur le reste, jusqu'à présent, merci beaucoup. Seulement, je voulais dire, à l'époque de Courbet, c'était encore la... Excusez-moi. Parce que tout de suite, je t'aide. Il y a quelqu'un à Marseille qui, en ce moment, fait un travail post... Comment il s'appelait? Vasarely? Vasarely? Oui, post-cinétique. Ah oui. Et en même temps, il fait une étude sur les musiques préhistoriques qui vont de l'homme de Néandertal à l'Homo sapiens. Tu vois un peu? Donc, voilà, après, continue, s'il te plaît. Merci. Merci. Toujours, je pense que c'est difficile de quitter nos habitudes, de regarder l'art, parce que notre société nous induit des habitudes. Ce que j'essaye de faire dans mon petit livre, c'est de dire qu'il y a d'autres critères, peut-être plus importants, qui correspondent à l'humain et qui sont toujours présents dans la création que nous admirons. Et si je peux donner quelques repères, quelques références, je veux dire pas des références intellectuelles, mais des références par rapport à nous-mêmes, alors on se sent moins désarmé devant les œuvres. Lorsqu'on connaît, quand on a quelques points, qu'on dit tiens, cette idée de la mort, tiens, ça revient. Est-ce qu'on peut regarder cette œuvre-là avec une telle idée dans la tête? Et on peut presque toujours, et immédiatement, l'œuvre s'approfondit. Et cette profondeur des œuvres est ce que je souhaite à notre société. Et la superficialité qui est notre sort avec la technologie que nous utilisons, avec la superficialité qui empêche de développer ce que j'appelle la joie de l'œuvre d'art. On nous apprend plaisir, fun, mais la joie, on n'a pas le temps, on n'a pas le courage, on n'a pas les moyens, dit-on. Et voilà, je vous donne un moyen pour avoir plus de joie dans le musée, dans le monument et dans votre vie. Voilà. Moi, j'avais juste une réflexion qui n'est pas une question. Oui, une oui. béotienne. Allez-y. Moi, je voulais vous remercier parce que je repars avec une notion d'humain. Oui. Moi, grâce à Bénédicte et au mécène, j'ai découvert ce qu'était l'art contemporain, et puis donc l'art conceptuel, etc. Et puis évidemment, qui dit art contemporain, art conceptuel, emmène vers cette problématique du prix. Et j'ai beaucoup apprécié, voilà. Et vous n'avez pris aucune position sur tel et tel courant. Ouais, moi, je repars galvanisée avec de l'humain et avec un vrai sens. Et vous m'avez donné encore plus de sens
dans mon envie d'aller continuer à aller au musée. Mais je vous remercie. C'est formidable. C'est formidable, merci beaucoup. Oui. Que dire? Et j'ai même un enfant dans la classe. Super. T'as compris quelque chose? Un tout petit peu? Ah oui. Demain, je te fais un test. Oh, non, 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 voilà. Plus de tests aux écoles sur l'art. Hein. Merci, merci beaucoup. La conférence a été filmée. Voilà, si la qualité est acceptable, on la mettra en ligne et voilà, vous aurez l'occasion de vous, peut-être à tête reposée, de réécouter ça. Merci beaucoup.